Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Aujourd'hui, on va pas faire une machine de Hack the Box, mais un challenge. Le challenge Keep Trying, qu'on voit ici. Du coup, j'ai choisi ce challenge parce que il y a un article qui est sorti il y a peu sur Ouest France, qui parle de Marie Penamen, qui travaille en tant que ingénieur en cyberdéfense, et du coup ce sera notre hackeuse de la semaine. Et du coup je me suis dit qu'on allait parler plus défensif que offensif cette semaine, et donc faire un challenge forensique. Et je rappelle, le forensique, ça consiste à comprendre ce qui s'est passé suite à une compromission, ou en tout cas à des choses suspectes qui se passent. Du coup, là, quand on télécharge l'archive et qu'on la dézippe avec le mot de passe Hack the Box, on se retrouve avec une capture de paquet qui semble contenir des choses suspectes. Donc, dans la vraie vie, ça va être soit des captures qui sont déclenchées automatiquement par les outils de sécurité, parce qu'ils observent des choses bizarres et donc ils sauvegardent, on va dire, la capture soit de la machine en question, soit du serveur en question, etc. Ou sinon ça peut être une chose plus manuelle, ou un extract des gros engins type SIEM qui capture tous les flots à certains endroits névralgiques du réseau. Bref, donc nous c'est un challenge, donc on va voir que ça va être relativement facile par rapport à la vraie vie. On se retrouve donc avec un PCAP. Je vais donc l'ouvrir avec Wireshark, qui est, pour les nouvelles arrivantes, c'est un analyseur de paquets libres et gratuit. Il est utilisé dans le dépannage, l'analyse de réseaux informatiques, le développement de protocoles, l'éducation, la rétro-ingénierie et j'en passe. Donc c'est une usine à gaz qui permet aussi de faire de la réponse à incident et du forensique. Donc quand on ouvre le PCAP, on se rend compte assez vite qu'il y a deux choses intéressantes. Bon, déjà on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de frames, on voit qu'il y en a 26 en tout, donc déjà ça va permettre d'être assez... Il n'y a pas tant de possibilités que ça dans ce challenge. Ensuite, on a des requêtes post, donc ça c'est le premier élément intéressant, notamment la requête post vers flag, /flag, donc on peut imaginer que c'est le flag, et une requête vers loots. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le DNS en amont qu'on voit ici, qui parle de totallylegit.com. Donc là, on a l'impression que le créateur de ce challenge, Stefano, nous dit de regarder de plus près ces requêtes DNS. Donc on commence par les requêtes HTTP. Je vais faire follow TCP stream. On voit que la première requête post contient simplement tryharder, et la seconde contient du base64. Donc on va décoder le base64 ici. Et on voit que ça contient Keep Trying Buffy. Donc a priori rien de bien intéressant sur le HTTP, donc il est probable que ce qui est intéressant c'est plutôt le DNS. Et quand on analyse, quand on regarde ces requêtes DNS, donc on voit qu'elles sont particulièrement étranges. Donc pour les analyser, on va utiliser T-Shark, ça sera plus simple qu'avec Wireshark. Alors T-Shark c'est simplement une interface CLI quoi, donc la version terminale de Wireshark. Donc on va commencer, pour que vous compreniez bien, je vais faire un truc simple pour démarrer. Donc T-Shark, alors -y c'est pour dire qu'on va faire un filtre d'affichage. Donc par exemple si je fais un filtre ici DNS, je peux faire le même filtre en ligne de commande DNS. Et -r pour spécifier quel fichier PCAP on utilise, ici c'est keeptrying.pcap. Donc on voit que voilà, simplement ça nous affiche ce qu'on voit ici, mais sur le terminal.
Comme nous, ce qui nous intéresse, enfin comme c'est répété 2 fois, on peut s'intéresser uniquement à une des 2 requêtes. Donc par exemple la réponse. Donc on va faire un grep response. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va utiliser un peu plus en avant les fonctionnalités de T-Shark. Donc ici on va spécifier -t fields pour dire qu'on va afficher le contenu d'un champ, et on va afficher le contenu du champ DNS query name, et avec un -n pour ne pas résoudre les domaines. Et du coup le grep response, en fait on s'en fout. Voilà, c'est un peu mieux. Donc première chose qu'on voit, c'est ce domaine. Et ce domaine, si on fait comme tout à l'heure du base64, je vais le faire en haut à droite. Tac. On voit que ça contient secret.txt 1. Donc là on est vraiment sur la bonne piste, clairement. Une autre chose intéressante, c'est que c'est des requêtes DNS vers du TXT. Donc dans les requêtes DNS, donc pour résoudre des noms d'hôtes vers des adresses IP ou vice versa, en général c'est plutôt du CNAME ou alias, ou enfin, il y a plein de champs possibles, de types de champs DNS possibles. Là c'est du TXT. Alors TXT du coup c'est souvent intéressant dans les CTF et les challenges, mais aussi dans la vraie vie, puisque c'est des champs qui sont plutôt là pour mettre un peu comme les commentaires dans le code. Donc il y a potentiellement des informations très intéressantes dans les champs TXT du DNS, donc faut pas hésiter à les regarder. Et c'est donc ce qu'on est en train de faire là avec T-Shark. Donc maintenant qu'on a vu que ça semble être, c'est même sûr, hein, c'est du base64, on a un problème, c'est que il y a des caractères là qui sont pas compatibles base64. Donc base64 par exemple, il n'y a pas d'underscore, il n'y a pas de tiret. Donc là il y a quelque chose qui va pas. Donc on va faire un peu du traitement avec T-Shark pour essayer d'y voir plus clair. Donc première chose, je reprends ma super requête que j'ai fait là et je mets ça dans une variable qu'on va appeler data. Et comme ça c'est juste pour nous simplifier la vie. Et donc j'affiche data et je remplace les espaces par des retours à la ligne. Enfin je vais faire un copier-coller de la commande, ça sera plus rapide. Ensuite on vire en fait le init point et le point totally legit. Donc parce que clairement ça nous intéresse pas, nous ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a entre les deux. Et on vire les points aussi, puisque les points ça c'est pour l'histoire de sous-domaine en DNS et ça ne concerne pas le base64. Donc ça nous pond le premier base64 qu'on a déjà décodé, et ça nous pond donc le deuxième qu'on peut pas décoder. Comme on le voit, si je le fais, ça marche pas puisque il y a des underscores et des tirets, donc c'est pas du base64. Donc là l'idée c'est de se dire que si l'attaquant a exfiltré des données via ce DNS, eh bien il a probablement, pour respecter le formalisme des noms de domaine DNS, converti les underscores et les tirets en autre chose. Et donc en base64 on a comme autre caractère que les caractères alphanumériques, on a le plus et le slash. Donc là il reste plus que à faire de l'essai correction. Donc je reprends
ce qu'on a fait ici, je le mets à nouveau dans une variable data pour nous simplifier la vie. Et ensuite, je vais faire un remplacement ici. Donc je prends ce qu'on a pris ici, ce qu'on a généré ici. Je remplace les tirés par des plus et les underscores par des slash. Et si on fait ça et qu'on prend ce que ça nous donne, on voit que ce coup-ci c'est un peu mieux, ça plante que sur la fin. Du coup on peut refaire la même chose en rajoutant 2 égales, 1 ou 2 égales d'ailleurs, puisque en base 64 il y a des histoires de padding, et là on voit qu'avec 2 égales en plus il n'y a plus d'erreur, donc on a bien du binaire. Par contre hein, c'est pas directement de la donnée intéressante, mais ça semble être ce qui a été fait par les attaquants. Du coup, si on balance ça dans le XXD, on voit que ça ne parle pas, hein. A priori c'est probablement chiffré, puisque ça ressemble pas à quelque chose de commun. Alors là du coup, qui dit chiffrement dit il y a plusieurs possibilités. La solution attendue, donc là il y a pas vraiment de technique à part essayer plein de types de chiffrements différents, et on va utiliser CyberChiff de GCHQ puisque c'est un challenge, donc on peut se le permettre. Évidemment dans un audit on s'amuse pas à balancer des choses sensibles sur internet. Alors je vais d'abord rediriger le bordel dans un fichier, ce sera peut-être plus simple, ou pas d'ailleurs. Non, ce qu'on va faire c'est que je vais prendre la chaîne qu'on décode ici et je vais la mettre ici. Ensuite on décode le base 64 et alors donc c'est là où on peut tester un paquet de chiffrements différents, et celui-là qui finira par être le bon c'est du RC4 qui par contre utilise une phrase, donc un mot de passe. Forcément un chiffrement il y a une clé, et en fait la clé c'est le fameux tryharder qu'on avait vu ici. Donc là potentiellement c'est une clé par exemple qui est codée en dur dans le malware, qui est envoyée, ou en tout cas qui est générée autrement et qui est envoyée dans une requête à côté des flux DNS. Du coup j'utilise cette clé ici, et ça nous sort un PK qui semble être, de ceux qui connaissent savent que c'est du zip. Si vous connaissez pas, vous balancez le module detect file type, et il vous dit qu'effectivement c'est du pkzip. Donc c'est parfait, et il ne reste plus qu'à télécharger le fichier déchiffré. Donc je rappelle que là en input on met le base 64, on décode le base 64, on déchiffre le RC4 et ça nous génère ça, qu'on peut enregistrer dans un fichier qu'on va appeler lisbeth.zip et qu'on va mettre challenge hack the box keep trying ici, bim. Et du coup comment on comment on décompresse une archive zip en Linux? Et bien c'est simplement unzip lisbeth. Et parfait, ça marche, on a pu décompresser le secret qui contient le flag du challenge. Voilà pour notre petite vidéo facile de cette semaine. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, et je vous dis à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.